Jusqu'à 13h, Côte-Nord. Attitude. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bon midi tout le monde et bienvenue à notre émission d'actualité et d'affaires publiques à Pure FM. Mon nom est Jean-Saint-Pierre, j'anime l'émission Côte-Nord Attitude. Je suis en compagnie de Valérie Dionne ce midi. Bonjour Valérie. Bon midi Jean. On a une émission assez chargée Valérie. On va parler de cette conférence de presse qui a quand même mobilisé, je dirais près entre 80 et 100 personnes dans une petite salle au 3 mois café sur le boulevard L'Or à Sept-Îles, convoqué par la Chambre de commerce. On voulait parler du dossier Mine-Arnaud. On va donc faire le point avec Steve Chapado, qui est vice-président à la Chambre de commerce de Sept-Îles, et la directrice Émilie Paquette, qui seront avec nous vers midi 15. Le dossier Mine-Arnaud, on aimerait plus de transparence. On a appris cette semaine que le projet est en quelque sorte remis sur les rails avec le retour de Yara International parmi les investisseurs. On sait que c'est un investisseur sérieux, Yara, parce que c'est dans leur domaine, l'apatite, elles en fournissent un peu partout à travers le monde. Donc, entrevue avec Steve Chapado et Émilie Paquette de la Chambre de commerce vers midi 15. Tu connais le député du Lac-Saint-Jean, toi, c'est ton coin, Denis, l'ancien député du Lac-Saint-Jean, Denis Trottier. Exactement, ça n'a jamais été mon député dans le coin de Roberval. Moi, là, exactement, parce que j'ai jamais habité dans ce coin-là, mais effectivement, ancien député péquiste dans le coin du Lac-Saint-Jean. Lui, il s'intéresse aux régions, hein. Oui, il a lancé ça cette semaine, un média web appelé Option Région. On retrouve ça facilement sur Internet, là. Il projette de soutenir le développement des régions en misant sur la solidarité régionale et des solutions positives. Des fois, il y a des régions qui sont à couteau tiré, le Lac-Saint-Jean puis la Côte-Nord dans certains dossiers. Là. On fait pas toujours bon ménage. On va en parler avec Denis Trottier en entrevue, en direct par téléphone, à vers midi 25 minutes sur nos ondes. Il y a un beau colloque qui s'en vient la semaine prochaine, qui va regrouper tous les gens qui travaillent dans le domaine de la gestion des ressources humaines. C'est le réseau RH de la MRC de Sept-Rivières qui prépare l'événement. Ça propose de la formation et de la réflexion. Et pour nous en parler, c'est Francis Desbiens qui sera avec nous. Oui, et le sujet est vraiment intéressant du colloque là, qui aura lieu la semaine prochaine. C'est oser le changement. Je trouve que c'est parfait. On dirait que ça tombe parfaitement dans le temps. Les entreprises qui sont en changement, on est en développement. Donc, comment on fait pour l'oser, ce changement-là? On va en parler tantôt avec Francis Desbiens. Et puis, en chronique, la chronique économique en fin d'émission, une très, très belle initiative. Ça vient de l'Université du Québec qui va réaliser un événement à Sept-Îles appelé Savoir à faire, tremplin vers le Nord. Ça a lieu pendant une semaine en novembre. Écoute, il y a 48 étudiants d'un peu partout au Québec qui étudient dans différentes disciplines qui vont être ici à Sept-Îles pour un genre de concours, là. Ils vont analyser des opportunités d'affaires novatrices. Ça a été préparé par Développement économique Sept-Îles. Il y a bien sûr des entrepreneurs d'ici qui sont impliqués là-dedans. Ça va être à suivre, ça. Une compétition échelonnée sur une semaine. Ça va se passer, bien sûr, au pavillon Alouette, là, le pavillon universitaire qu'on a à Sept-Îles. Des beaux locaux flambant neufs pour cette initiative-là. On va en parler donc à la chronique économique avec Nancy Méthode de Développement économique Sept-Îles et la responsable, la coordonnatrice de cette série d'événements Savoir à faire, Madame Lorraine Frappier. Elles seront avec nous en fin d'émission Côte-Nord Attitude. Avant cette série d'entrevues, on vous propose à l'instant un bulletin d'information régionale. Actualité Pure FM. Ben oui, ce matin, le milieu économique de Sept-Îles reproche à Investissement Québec de ne pas faire tous les efforts pour mener à terme rapidement le projet de Mine-Arnaud. La Chambre de commerce de Sept-Îles estime qu'Investissement Québec ne dévoile pas suffisamment d'informations au public pour l'avancement du dossier. Elle a laissé savoir que la poursuite de l'investissement de Yara pour les travaux prévus cet automne faisait suite aux démarches du milieu pour obtenir de l'information. La Chambre de commerce refuse toutefois de dévoiler les informations qui lui laissent croire que le projet pourrait cheminer plus rapidement. Steve Chapado est porte-parole de la Chambre. Il y a des fenêtres d'opportunités qui se sont dessinées avec le réinvestissement de Yara. Il y a d'autres informations qui nous sont transmises qu'on garde confidentielles pour l'instant avec les intervenants par respect pour Investissement Québec et les acteurs en place. Mais on sait que le dossier pourrait aller beaucoup plus rapidement et avec une volonté d'Investissement de le faire cheminer en conséquence. Mais nous, on pense qu'on devrait avoir des bonnes nouvelles à très court terme.
Un extrait du point de presse de ce matin qu'on vient d'entendre. Steve Chapadeau sera avec nous en direct dans quelques instants. Il y a le syndicat des métallos qui appuie la sortie de ce matin de la Chambre de commerce de Sept-Îles. On déplore les nombreuses mises à pied survenues dernièrement dans la région. Le syndicat croit qu'un signal d'espoir d'investissement Québec contribuerait à stimuler les entrepreneurs à poursuivre leur opération. L'organisme Chiot Nordique viendra à Ouachat-Mac-Maliotenam pour vacciner gratuitement les chiens de la population. La campagne de vaccination organisée conjointement avec le SPUM et la SPCA Côte-Nord se tiendra du 30 septembre au 3 octobre. Rappelons que la communauté a été aux prises avec une importante épidémie de parvovirus qui a affecté plus d'une trentaine de chiens en quelques semaines. Certains en sont morts. La campagne vise à faire économiser des frais aux propriétaires et à améliorer la santé et la sécurité des animaux. Le ministère de la Santé a convoqué tous les syndicats regroupant des employés du réseau à 11h ce matin concernant le projet Optilab. La rencontre vient juste de se terminer. J'ai parlé avec un des porte-paroles syndicales, le porte-parole de l'APTS, Sylvain Sirois. En fait, les conséquences seraient peut-être moins lourdes que prévu là, ce qui a été présenté aux employés, mais on dénonce quand même la façon que ça s'est passé. D'une façon, il m'a parlé de la dictature de Gaétan Barrette à la sortie de la rencontre ce matin. On sait que le conseil d'administration est réuni ce soir à Sept-Îles, le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord. Donc, on a dévoilé les détails du projet Optilab, d'abord aux syndiqués ce matin dans toutes les régions du Québec, et ensuite, ça devrait suivre son cours dans les prochains jours. Il y a une quarantaine de médecins qui étaient réunis à Sept-Îles aujourd'hui pour discuter de surdiagnostic avec la présidente de l'Association médicale du Québec, Dr. Yoon Jen. Elle croit que le problème réduit l'accès aux soins de santé et augmente le fardeau financier du gouvernement. Plusieurs études démontrent qu'entre 17 et 30% des tests diagnostiques et des interventions médicales pratiquées au Canada et aux États-Unis ne sont pas nécessaires. La Dr. Jen a expliqué aux médecins réunis à Sept-Îles que la lutte au surdiagnostic, au surtraitement et à la surmédication ne signifie pas des coupures de services pour faire des économies. Elle vise plutôt à offrir de meilleurs soins dans de meilleurs délais. Et puis, il y a le Bureau de la sécurité dans les transports qui finalement va envoyer une équipe sur le site de l'écrasement d'un Cessna survenu dimanche après-midi entre Manic 5 et Fermont dans notre région. Rappelons que 2 chasseurs ont perdu la vie dans le crash de cet hydravion. Il s'agit d'Alain Lafontaine, 55 ans, de Gatineau, et Éric Cossette, 38 ans, de Saint-Maurice. Le pilote a subi de graves brûlures, mais sa vie n'est pas en danger. Le petit avion a pris feu après s'être écrasé peu de temps après le décollage. La Sûreté du Québec a aménagé une plateforme temporaire pour permettre aux hélicoptères de se poser sur le site de la tragédie. L'accès difficile au lieu a fait hésiter le Bureau de la sécurité dans les transports pour le déploiement d'une équipe d'enquêteurs. Voilà, ça complète ces actualités régionales. On reçoit 2 porte-paroles de la Chambre de commerce qui ont mobilisé près d'une centaine de personnes ce matin dans le dossier Ménarneau. Dans quelques instants. Attitude. Participez au colloque en gestion des ressources humaines organisé par le réseau RH MRC Sept-Rivières le 5 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. Sous le thème « Oser le changement », le réseau RH vous propose d'explorer le volet humain de la gestion du changement. Assistez à plusieurs conférences, dont celle d'ouverture « Le courage d'oser » avec Geneviève Desautels, journaliste au magazine Les Affaires, et celle de fermeture « Dominer le changement » avec Sylvain Guimont, consultant en psychologie du sport pour le Canadien de Montréal. Pour vous inscrire, contactez la Chambre de commerce de Sept-Îles au 88 968 34 88. Écoutez le bruit que fait une porte de garage ordinaire qu'on ouvre. Cloc, 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 cloc. Et maintenant, celui d'une porte de garage de qualité Garaga. Ordinaire. Cloc, 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 cloc. Garaga. Vous avez remarqué la différence? Constatez la différence chez Vitrerie Nord-Cristal, 968 87 96, 968 87 96. Voici un message de la Ville de Sept-Îles. La Ville de Sept-Îles désire informer les automobilistes que la rue Comeau sera fermée à la circulation entre les rues Regnault et Josepha-Méthode, et ce, du lundi 26 septembre jusqu'au vendredi 30 septembre, en raison de travaux d'aqueduc et d'asphaltage. Les automobilistes devront faire un détour dans ce secteur. La Ville de Sept-Îles s'excuse des inconvénients occasionnés et vous invite à la prudence. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
Oui, on va parler du dossier Ménarneau. Belle mobilisation dans le dossier ce matin du milieu économique de Sept-Îles. Je dis le milieu économique, mais il y avait des gens de syndicats aussi. Donc, dans le dossier Ménarneau, près d'une centaine de personnes étaient réunies au 3 mois café du boulevard L'Or à l'initiative de la Chambre de commerce de Sept-Îles. Le milieu socio-économique veut participer activement et réclame, entre autres, un échéancier auprès d'Investissement Québec, qui reste le principal actionnaire dans Ménarneau. Pour nous en parler, le porte-parole de la Chambre de commerce et vice-président Steve Chappado, de même que la directrice générale Émilie Paquette. Bonjour, bienvenue. Bonjour à vous. Bon midi. Yara International redevient partenaire financier du projet de mine à ciel ouvert au canton Arnaud. C'est déjà une bonne nouvelle quand même qu'on a eue cette semaine, mais on aimerait en savoir plus en fait. Hein? Ben, c'est une excellente nouvelle parce qu'on voit que depuis plusieurs mois, on répétait sur différentes tribunes que le dossier Ménarneau, c'était un dossier qui était viable financièrement via différentes initiatives menées par les permanents de Ménarneau. Et on a vu que le fait que Yara se réintéressait justement à mettre de l'argent additionnel dans le dossier, ça vient confirmer qu'effectivement c'est un projet qui est financièrement, il y a un potentiel financier très, très, très évident. Qu'est-ce qu'on souhaite de plus à cette étape-ci? Ce matin, votre communiqué est titré « On veut être partie prenante ». On veut quoi? Plus de transparence? On voudrait être dans le coup, quoi? Ben nous, en fait, je vous donne une image simple. Nous, on perçoit qu'Investissement Québec actuellement est un petit peu pilote le dossier comme actionnaire majoritaire et le pilote semble un peu isolé dans le cockpit. Nous, on est les passagers justement et on est en période de turbulence économique. Donc, on aimerait un peu avoir le plan de vol du pilote, voir un petit peu quels échéanciers, avoir un plan d'action un peu plus clair, un peu plus précis pour que nous, on puisse intervenir puis faciliter le déploiement de ce projet-là. Je pense que tu as fait une comparaison ce matin qui a marqué un peu l'auditoire quand tu as parlé de on veut pas d'un autre Ferro Atlantica finalement. On l'avait pas vu venir, Ferro Atlantica, c'était comme très avancé. Il y a des gens qui avaient mis beaucoup d'espoir, entre autres des gens d'affaires, bien sûr. Ben effectivement, ça c'est un projet où les parties prenantes, justement le milieu d'affaires de Sept-Îles, de Port-Cartier, étaient partie prenante de ce dossier-là. Il y a eu des attentes de créer via ce dossier-là. Et ce qu'on veut surtout pas, qui serait dommageable pour la communauté d'affaires et la communauté de Sept-Îles et de Port-Cartier également, c'est de voir de répéter un autre Ferro Québec avec le dossier Ménarneau. Donc nous, on veut être sûr que le dossier, il y a un momentum, il y a des fenêtres d'opportunité qui sont ouvertes actuellement. Mais on veut s'assurer que le dossier progresse de façon soutenue. Ce qu'on veut surtout aussi mentionner, c'est que à Sept-Îles ici, il y a une tradition d'accompagnement des promoteurs. Dans des grands projets, on en a eu. Entre autres, il y avait une grande mobilisation qui travaillait en partenariat avec Aluminerie Alouette lors de la phase 2. On se souviendra de SM3 où il y avait une circulation d'informations. Ce qu'on demande, c'est pas nécessairement d'avoir droit aux informations confidentielles. On est très conscient que c'est impossible de savoir exactement tous les détails. Par contre, ce qu'on aimerait, c'est que Investissement Québec puisse laisser sortir certaines informations, comme par exemple le budget de Ménarneau. C'est quoi le budget de Ménarneau? On l'a jusqu'à quand, le budget de Ménarneau? C'est ce genre d'informations-là, ça nous permettrait à nous, comme agents du milieu, d'avoir une mobilisation puis de la garder forte pour qu'on ait confiance dans le projet. C'est ça qui est très important. Donc, dans le fond, moi, je suis pas habituée de travailler avec le gouvernement. Même les gros projets, c'est pas mal un des premiers avec lequel je travaille dans les médias. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est pas nécessairement normal qu'Investissement Québec ne donne pas d'informations au milieu. En fait, il n'y a pas beaucoup de communication directe actuellement, si je comprends bien. Hein? Est-ce qu'on en a des rencontres avec Investissement Québec? On en a demandé une, il y a 1 an, on les a pas vues encore, si je comprends bien? Ben, il y a une voie de communication via les organismes de développement économique, notamment le Développement économique Sept-Îles, qui ont des canaux de communication un peu plus officiels. Mais nous, qui représentent la communauté d'affaires de Sept-Îles, nos membres ont certaines attentes. Et le succès passé des projets qui ont vu le jour à Sept-Îles, ça a été justement le fait que la Chambre de commerce soit partie prenante des dossiers, comme Mme Paquette le disait, sans aller dans la confidentialité, c'est pas ce qu'on recherche.
mais qu'on est capable justement d'être un facilitateur et d'un promoteur du projet au niveau du milieu. La Chambre de commerce et d'autres, hein, on a eu un communiqué de développement économique Sept-Îles qui a rappelé aussi son rôle là-dedans. Récemment, entre autres, les syndicats, les métallos étaient là aussi. On a senti ce matin qu'il y avait encore une organisation avec des affiches, là, un logo, Go Mine-Arnaud. Tous ces gens-là se sont mobilisés. On sent quand même, les gens le voudraient, Mine-Arnaud. C'est pas la conjoncture, hein, qui favorise ça, là. Entre autres, les métallos, ce qu'ils nous disent, c'est que, écoute, il y a du monde qui a faim actuellement à cette île, là, tant chez les entrepreneurs que chez les travailleurs. C'est certain que ça, c'est un fait, là. On peut pas, on ne peut que le constater actuellement. Notre contexte économique fait que je pense que le projet est d'autant plus souhaité par toutes sortes de milieux confondus. Par contre, ce qui est important de noter, c'est que Mine-Arnaud, c'est un projet concret qui est mûr. Il est prêt à avancer. Ouais. Puis ce qu'on souhaite, c'est qu'il avance. Au Québec, des projets comme Mine-Arnaud, cherchez-en, mais il n'y en a pas un paquet, là. Il n'y en a même pas sur 5, là. En même temps, c'est l'étude de faisabilité là qu'on refait à cause de la nouvelle propriété qu'on a réglée. On fait une mise à jour. C'est ça qui va être déterminant. C'est les lois du marché qui vont déterminer quand même si le projet se fait ou non, là. Même chose pour la phase 3 d'Alouette ou pour d'autres projets, finalement. Le cycle minier puis les règles du jeu du marché, c'est ça qui va être le vrai facteur, là, déterminant. Je vais vous faire bénéficier de mon expérience de financier. C'est lorsqu'on finance à long terme des projets comme ça, c'est que la durée de vie utile du projet est sur des horizons de 15, 20, 30 ans, jusqu'à 30 ans pour Mine-Arnaud. Alors que, est-ce que le prix de l'apatite en date du 28 septembre 2016 est tributaire du prix qu'il va avoir dans 5 ou 10 ans? Donc, il y a des expectatives à long terme qui sont soulevées là-dedans et la décision doit se prendre sur une perspective de long terme. Nous, on est tout à fait conscients que le développement de ces projets-là, qu'il y a des personnes compétentes. Investissement Québec, je tiens à le mentionner, a les compétences puis les ressources nécessaires pour mener ce projet-là à terme. Mm-hmm. Ça, on est fortement convaincus. Nous, tout ce qu'on veut, c'est est-ce qu'on peut avoir des délais accélérés pour répondre aux besoins du milieu en termes de perte d'emploi, en termes d'impact communautaire, en termes aussi de détresse psychologique qu'on voit dans plusieurs familles dû à la situation économique actuelle. Nous, je pense que l'Investissement Québec doit regarder ça avec le gouvernement pour amener des solutions beaucoup plus rapides. Ce qui ressort aussi de cette mobilisation-là ce matin, c'est que le milieu économique se serre les coudes, là, se disent on est là puis on le veut ce projet-là, on va travailler ensemble. Oui, parce que surtout, on veut rappeler au gouvernement et également qu'à Investissement Québec que le projet de Mine-Arnaud n'est pas mort. La population l'attend, ce projet-là. Et vous avez vu la mobilisation de ce matin, ça s'est fait en dedans de pratiquement 48 heures où ce que les gens, sans trop d'efforts, se sont mobilisés pour venir appuyer, venir entendre ce qu'on avait à dire et d'être en appui par rapport au projet Mine-Arnaud. Puis ce matin, dans la salle, là, il n'y avait pas seulement des intervenants du milieu économique, hein, on avait même des gens du canton Arnaud qui ont hâte qu'enfin, il y a de quoi qui se passe avec le dossier de Mine-Arnaud. Il y avait donc, oui, des syndiqués, il y avait des retraités de Cliff qui savent que pour eux, aujourd'hui, ça leur apportera pas un emploi, mais ils souhaitent que pour leurs enfants, ça leur en apporte. Ils veulent garder leur monde ici. Donc, il y avait des gens qui représentaient le communautaire aussi, qui étaient là ce matin. Hein. Les gens, ils le savent. Les enjeux de financement sont majeurs présentement. Je suis très impliquée, moi, personnellement, dans plusieurs causes. Puis je peux vous dire qu'on se creuse le ciboulot pour trouver des façons de lever des fonds puis de maintenir les acquis. Donc, c'est ça. Ce matin, c'est une mobilisation. Donc, il y avait quoi? Il y avait 100 personnes environ, là. Ouais. Il y avait des gens à l'intérieur de la salle du conférence et café. C'était pacté. Il y en avait même à l'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on a forcé. J'ai pas eu besoin de faire 50 appels là, pour avoir ces gens-là ce matin. Ouais. Donc, moi, je sens sincèrement, nous, à la Chambre, on se sent appuyé et dédouané de faire ce genre de représentation-là. Ouais, mais faut se rappeler quand même là qu'à une certaine époque, pas si lointaine, il y a eu d'abord des inquiétudes concernant le projet Mine-Arnaud, puis de l'opposition au projet de mine à ciel ouvert dans le canton Arnaud. Est-ce que vous considérez que l'acceptabilité sociale à ce moment-ci, c'est plus acquis que mettons, dans la période électorale, là, même le maire, Jean Paullier, était pas très chaud au projet là, en campagne électorale. Pour vous, c'est acquis à ce moment-ci, l'acceptabilité sociale? Là-dessus, je veux être clair, c'est que nous, on travaille en fonction des besoins de nos membres à la Chambre des commerces. Et on travaille pour construire et faire du développement économique dans le respect de la santé et de l'environnement. Donc, ça a toujours été un incontournable en vertu du développement durable. Si vous lisez les mémoires qui ont été déposées par l'ensemble des intervenants, même qui étaient pro, qui voulaient le projet Mine-Arnaud, ça va dans le même sens. C'est des incontournables.
On a eu les décrets autant au niveau provincial, fédéral. Donc, il y a des conditions qui sont là à respecter et nous, ce qu'on veut, c'est accompagner les promoteurs pour aller plus loin dans la démarche. Et on est conscient que nous, on est là pour construire, pour faire du développement économique. Et nous, on a choisi de travailler dans ce sens-là. Et ce que ça nous indique, finalement, la mobilisation ce matin, c'est que pour le milieu économique, c'est clair, c'est le dossier prioritaire. Moi, je pensais que la phase 3 d'Alouette, par exemple, là, il y a un économiste, un spécialiste de l'industrie mondiale de l'aluminium qui est venu nous dire à Côte-Nord-Attitude, il n'y a pas si longtemps, un enseignant à Chicoutimi, là, à l'UQAC, M. Proulx, que les marchés semblaient pas mal favorables là, pour l'aluminium en Amérique du Nord dans les prochaines années. On serait content aussi d'une annonce de la phase 3, ça c'est clair, hein? C'est certain que déjà aujourd'hui, les gens d'Aluminerie Alouette savent que à partir du moment où ils souhaiteront avancer dans le développement de la phase 3, que la Chambre de commerce va signer présent dans l'accompagnement de ce promoteur-là, comme on l'a toujours fait. Donc, je ne crois pas du tout que les projets de Mine Arnaud de la phase 3 soient en concurrence. Des bénévoles, on en a. À la Chambre de commerce, des gens impliqués, on en a. Puis il y aura suffisamment de temps et d'énergie à consacrer à tous les projets de développement économique. Puis ceci dit, on travaille aussi beaucoup sur d'autres fronts. Présentement, on s'implique beaucoup au développement d'une culture entrepreneuriale plus forte ici à Sept-Îles avec la table entrepreneuriale. Avec nos collègues de développement économique Sept-Îles, on est là. On offre toujours de la formation pour l'amélioration des compétences. Vous allez tout à l'heure avoir Francis Desbiens du colloque RH. Faut pas oublier que c'est la Chambre, l'organisme porteur du réseau RH. Donc pour nous, on agit sur plusieurs fronts en même temps. Mine Arnaud, c'est l'un de ceux-là. Et en même temps, ça serait une belle diversification. Hein? Les objectifs de tout ce qui est posé comme geste à bien des niveaux actuellement, c'est de diversifier notre économie. Mine Arnaud, c'est une mine, mais c'est pas le même cycle que le fer nécessairement, là. Non, mais il y a une belle complémentarité qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher une diversification dans les minéraux. On voit que, exemple, dans le fer, oui, il y a eu une baisse un peu drastique depuis les dernières années, tandis que l'or est un peu plus développé. Donc, ça vous donne un exemple concret que lorsqu'il y a une diversité à l'intérieur même des minéraux, que ça peut amener justement un meilleur équilibre au niveau de l'économie. Eh bien, c'est à suivre. Il y aura certainement d'autres démarches, notamment par la Chambre de commerce au cours des prochaines heures et des prochains jours dans le dossier de Mine Arnaud. Steve Chapado, vice-président de la Chambre, un gros merci pour ton passage à Côte-Nord-Attitude. Émilie Paquette, directrice générale, merci également. Merci à vous. Dans quelques instants, on parle d'un nouveau site, un nouveau média web appelé Option Région. Il a été créé par l'ancien député de Roberval, Denis Trottier, qui sera avec nous en direct. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Bonjour, ce serait pour un bouquet de fleurs. Vous êtes à la bonne place, mon cher monsieur. Bon, ben, rien de trop romantique, là. C'est pour Yves, mon agent d'assurance. Ouais, n'est ça, hein? Vous êtes le 3e aujourd'hui. Et ils doivent être bons en fougère. À ce qui paraît, ils sont pas chers. Puis, ils donnent des maudits bons conseils. Les dégâts d'eau sont la première cause de réclamation en assurance habitation au Québec. Assurez-vous d'être bien couvert en contactant votre agent Wawanesa Assurance. Il pourra vous proposer une protection adaptée à votre situation. Wawanesa, la grande assurance à petit prix. Avec la fin de la belle saison, le moment est venu de penser à garder la forme chez Profil 2000. Amateurs de vélo, c'est le temps de venir vous inscrire au cours de spinning et faites vite car les places sont limitées. À l'achat d'un abonnement de 3 mois, obtenez-en un 4e gratuitement. En plus de tout ce que la place vous offre, Profil 2000 est accessible dès 5 heures le matin jusqu'à minuit grâce à un système de carte à puce. Profil 2000, c'est la place pour se mettre en forme à Sept-Îles. 25 rue Napoléon, 968-2004. C'est mercredi le 28 septembre à 19h30 que le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier recevra le concert des jeunesses musicales Alma Inamorata de l'ensemble Les Songes. L'amour-passion, l'amour fidèle, l'amour naïf et l'amour jaloux. Venez découvrir l'ensemble Les Songes à travers la musique baroque italienne du 18e siècle. Les Songes est le fruit de la rencontre de jeunes interprètes dynamiques, liés d'amitié et d'une passion commune pour la musique baroque. 4 instruments, 4 personnalités, mais un seul et même désir de vous rendre l'âme amoureuse. L'Alma Inamorata, une collaboration du Conseil québécois de la musique. Billetterie au 766-0101. Côte-Nord. Attitude. Pure FM. 94.1.
L'ancien député péquiste de Robertval, Denis Trottier, a dévoilé cette semaine son média web appelé Option Région, qui vise à promouvoir le développement et le changement social dans les régions du Québec. Il y a un site web, il y a un radio-magazine également qui va être produit chaque samedi, je pense. Il est avec nous par téléphone en direct du Lac-Saint-Jean. Denis Trottier, bonjour. Bonjour. Monsieur Trottier, l'idée derrière ça, là, finalement, on veut rejoindre les gens de toutes les régions du Québec, quoi? Oui, c'est pour ça que mon site s'appelle Région avec un S, parce que c'est la même problématique. Puis moi, je pense que on a besoin d'un nouveau modèle de développement, à la fois pour les grandes villes comme Montréal que pour les régions, parce qu'on décide à peu près rien. Tout est décidé au central, là, que ce soit par le gouvernement du Québec ou par le gouvernement d'Ottawa. Et c'est pas normal. Moi, quand j'ai fait ma maîtrise en études régionales en 1980, je me disais ça va prendre une dizaine d'années pour que la décentralisation arrive. Et finalement, 36 ans plus tard, on n'a pas tellement avancé depuis ce temps-là. Oui. Monsieur Trottier, est-ce que c'est un mouvement apolitique? On peut définir ça comme ça, là? Vous laissez le PQ? Vous préférez faire le débat à l'extérieur des partis politiques? Moi, je reste convaincu que l'indépendance, ça reste une bonne idée parce que prendre ses décisions par soi-même, c'est toujours meilleur que de laisser les autres décider à notre place. Et qu'on soit une province, un pays, une communauté ou un individu, mieux vaut prendre ses destinées par soi-même. Il faut que ce soit nous autres qui contrôlent notre développement, ce qui n'est pas le cas. Et moi, je veux lancer un débat là-dessus parce que j'ai toujours été très régionaliste. Les gens savent qu'avant d'être indépendantiste, je suis d'abord et avant tout régionaliste et je veux en faire un débat dans notre société dans les prochains mois parce que ça m'apparaît urgent. Je suis inquiet de l'avenir des régions. Que ce soit la nôtre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la vôtre, l'Abitibi, c'est que les signaux qu'on a sont pas super bons. C'est inquiétant. Il y a une centralisation des emplois gouvernementaux, puis en même temps, les grandes entreprises modernisent et ils ont de moins en moins d'emplois. Si je vous donnais l'exemple de l'Alcan, chez nous, il y avait 10 000 emplois, ils sont rendus à 3 000, ils s'en vont vers 2 000. C'est-à-dire qu'il faut qu'on change la recette, sinon ça va être très difficile pour l'avenir dans les régions du Québec. Et là, quand on parle des régions, pour vous, là, vous excluez Montréal, là, c'est pas une région, Québec non plus, la Naudière, mettons, là, c'est région un peu éloignée, quoi. Pour moi, Montréal, c'est une région aussi. Le territoire est très petit, mais la population est extrêmement grande. Et c'est pas plus normal que Montréal ait pas de pouvoir de décision sur ses orientations que les régions n'en aient pas. C'est que c'est la même problématique. À Montréal, ils n'ont pas beaucoup de choix non plus. Ils sont obligés de mendier. Eux autres, au lieu de demander des millions, ils demandent des milliards. Mais c'est la même problématique. Ils décident pas grand-chose de leur orientation. C'est le gouvernement soit à Québec ou à Ottawa qui décident. C'est les ministres qui décident s'ils vont donner. Puis les autres sont en attente. Et c'est pas. Moi, je pense que quand on est dépendant, on peut pas se développer. Bon. Donc, vous voulez créer un mouvement, finalement, parce qu'on sent dans votre communiqué, là, la recherche de solutions est importante. Vous allez vous définir, j'imagine, de plus en plus comme du journalisme de solutions. C'est ce qu'on veut faire chez optionregion.com. Là, c'est quoi du journalisme de solutions? Ça vient de la France. Moi, j'ai pris ce modèle-là un peu en France. Il y a ce qu'on appelle une association qui appelle ça Reporters d'espoir. Puis les gens axent sur les solutions. Vous savez que souvent dans les médias, trop souvent à mon avis, on aime mieux les mauvaises nouvelles que les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont assez rares dans les médias pour toutes sortes de raisons, là, les codes d'écoute, etc. Mais je pense qu'il y a de la place pour des gens qui veulent parler de solutions pour contrer le cynisme parce que à force d'avoir des mauvaises nouvelles, les gens deviennent cyniques et ils en viennent à penser que, par exemple, que la politique, c'est juste de la merde. Et c'est pour ça qu'entre autres, moi, j'ai fait mon premier éditorial, c'est le titre que ça porte, c'est « Non, la politique, ce n'est pas de la merde », pour faire comprendre aux gens que la politique, c'est le meilleur outil qu'on a de façon démocratique pour améliorer la société. Et je m'inscris non pas dans la recherche de coupables, mais dans la recherche de solutions. Ça fait que je vais lancer des idées, et ce que j'espère, c'est qu'il y aura des débats autour de tout ça et que les gens vont embarquer. On en parlait tantôt en début d'émission entre nous. On disait, les régions, souvent, on a tendance à vouloir tirer la couverte dessus notre bord. On a tendance, la grosse entreprise, on la veut chez nous. Si elle va dans une autre région, on n'est pas content. Une des solutions, ça pourrait être de s'entraider.
Entre autres, un des moyens que je veux proposer, c'est qu'on soit capable de trouver des projets qui rallient plusieurs régions. Prenons un exemple bien terre à terre. Admettons qu'on aurait un projet de train électrique, une espèce de Trans-Québec qui pourrait relier les régions. Si on mettait ça de l'avant, puis que telle région fabriquait le moteur, un autre fabriquait la carrosserie, un autre peut-être l'informatique, etc. À ce moment-là, c'est que si on avait des projets qui rallient les régions plutôt que les diviser, ce serait une façon de faire en sorte qu'on pourrait s'aider. Parce que dans le fond, je pense que si on veut que le Québec se développe, il faut d'abord et avant tout que les régions aient un développement important. Moi, je dis souvent que, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est que c'est les petits ruisseaux qui font les grands fleuves et non pas l'inverse. Quand il y a de l'argent qui est investi, par exemple, à Sept-Îles ou à Haute-Saint-Pierre, ça finit par descendre vers Québec et Montréal. Mais quand c'est investi à Montréal, c'est bien rare que ça remonte jusqu'à Haute-Saint-Pierre. L'effet inverse n'existe pas. C'est vrai, mais vous prenez des exemples faciles de nouveaux projets qui pourraient émerger collectivement de plusieurs régions. Moi, je vous en donner un exemple. Moi, l'aluminium, l'AP60, on veut une aluminerie à Dolbeau-Mistassini, si on éliminait ça, mais on veut des investissements dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis ici, on veut la phase 3 d'Alouette, puis même les syndicats se chicanent sur la place publique dans ce dossier-là. Oui, mais c'est normal que les gens travaillent pour eux au point de départ. Je pense que si les gens de la Côte-Nord ne travaillaient pas pour la Côte-Nord, il y aurait un sérieux problème. Puis à travers de tout ça, il faut comprendre qu'il y a un problème de marché. Ça, c'est le problème majeur. Le problème, c'est pas une chicane entre les régions, c'est beaucoup plus un problème de marché qui fait que c'est pas possible de développer, en tout cas à court terme. Mais je pense que puis ce qu'il faut faire aussi, c'est non pas penser uniquement en termes de fabriquer de l'aluminium, mais beaucoup plus de transformation. Parce que si on transforme pas, il y aura de moins en moins d'emplois. J'ai vu certains reportages sur la chaîne, ils sont en train de faire des usines dans lesquelles il y aura presque plus personne qui va travailler là-dedans. Ça veut dire que même si on avait des usines au Lac-Saint-Jean puis à la Côte-Nord, s'il n'y a plus de monde dans ces usines-là, on n'est pas plus avancé. Ce qu'il faut faire, puis il faut comprendre que la modernisation, c'est important si on veut être rentable, mais il faut être capable de compenser par des emplois de transformation. Et là, ça prend des projets de développement industriel qui vont être faits avec les communautés, puis en collaboration, puis en complémentarité avec les régions. C'est sûr que c'est facile à dire, mais c'est ce qu'il faut essayer de faire pareil. En même temps, revenons, M. Trottier, sur votre site, votre média web, option région avec un S.com, ça c'est facile à trouver. On a quoi comme contenu, là? Pas d'accent pour région. Bien sûr. On a quoi comme contenu, là? J'ai été voir le site tout à l'heure. Il y a entre autres quelques émissions audio. Il y a un blog. Ça pourrait même être interactif, hein? On peut embarquer dans le débat. C'est qu'il va y avoir des sondages qui vont se faire chaque semaine. Puis aussi, c'est que je vais avoir des invités, comme par exemple samedi prochain. Chaque semaine, je vais mettre 1 heure de nouveau contenu. Samedi prochain, à minuit, parce que l'émission s'appelle Samedi, on change le monde, c'est qu'il y a une entrevue avec Mme Claire Bolduc, la première partie d'une entrevue avec Claire Bolduc, qui était l'ancienne présidente de Solidarité Rurale. Puis, il y aura aussi je vais parler aussi de personnages régionaux. Je vais parler, entre autres, d'un de vos personnages sur la Côte-Nord, qui est M. Paul Provencher, qui a été quelqu'un qui avait plusieurs chapeaux, là. Il a été travailleur forestier, mais aussi ethnologue, photographe, peintre, etc. Il a marqué, à mon avis, une partie de la Côte-Nord par son travail. Puis, parce que je pense que chacune des régions, les gens se connaissent pas. Les gens de la Côte-Nord connaissent pas beaucoup les gens de l'Abitibi, puis inversement, l'Abitibi connaît pas la Côte-Nord. Puis une des missions que je me suis donnée, c'est de faire connaître chacune des régions, parce que quand on se connaît pas, on peut pas s'aimer, puis si on veut s'aimer, il faut d'abord se fréquenter, il faut se connaître, fait que ça fait partie du travail que je veux faire. Bon, puis le web, ça coûte moins cher que du papier ou un émetteur radio, mais ça va vous prendre du financement quand même, les régions vont contribuer, quoi? Ce que j'espère, c'est que si les gens trouvent que c'est une bonne idée de prendre la défense des régions et d'amener le débat sur la décentralisation, c'est que les gens peuvent devenir membres, ça coûte 5 $ et plus, les gens peuvent s'inscrire par PayPal ou par la carte de crédit. À ce moment-là, je vais les envoyer une carte de membre. Puis je vais demander aussi aux municipalités qui veulent me supporter, parce que je travaille pour eux autres, dans le fond, pour décentraliser, s'ils peuvent me supporter. Puis il y a aussi peut-être des entreprises, des petites ou moyennes entreprises qui peuvent être intéressées à supporter ça, parce que je vais défendre leur avenir. Et je pense que c'est comme ça. Jusqu'à maintenant, moi, j'ai pas demandé pas un sou de subvention. Pas l'intention d'en demander non plus. Je supporte ça à mes frais, mais c'est sûr qu'il va falloir rentabiliser ça à un certain moment donné, parce que j'ai 3 employés à temps partiel, puis j'espère bien que ça va grossir.
Bon, puis grossir vers les régions, sans doute que vous aurez des correspondants, des animateurs, journalisme, comment vous appelez ça, journalistes de solutions sur la Côte-Nord dans l'avenir. J'espère bien, puis comme je disais à certains, c'est que si un jour ça devient pas une multinationale, peut-être que ça deviendra une multirégionale. Eh bien, Monsieur Denis Trottier, on rappelle que le site, c'est optionregion avec un S.com. Un gros merci d'avoir pris du temps avec nous en direct ce midi. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Attitude. Participez au colloque en gestion des ressources humaines organisé par le réseau RH MRC Sept-Rivières le 5 octobre au Centre des congrès de Sept-Îles. Sous le thème « Oser le changement », le réseau RH vous propose d'explorer le volet humain de la gestion du changement. Assistez à plusieurs conférences, dont celle d'ouverture « Le courage d'oser » avec Geneviève Desautels, journaliste au magazine Les Affaires, et celle de fermeture « Dominer le changement » avec Sylvain Guimont, consultant en psychologie du sport pour le Canadien de Montréal. Pour vous inscrire, contactez la Chambre de commerce de Sept-Îles au 88 968 34 88. J'ai décidé de prendre un mois de vacances. Ça va être 3 semaines géniales. 15 jours à relaxer avec la famille. Non, mais sérieusement, cette semaine-là, ça va me faire du bien. Toute la fin de semaine à me reposer. Je vous le dis, il n'y a rien comme prendre un après-midi off. C'est la liquidation 0%. Ne perdez pas de temps chez votre concessionnaire RAM. Obtenez des rabais pouvant totaliser jusqu'à 12 000 $ sur la plupart des modèles RAM 1500-2016. Des conditions s'appliquent. Détails dans les journaux et chez vos concessionnaires Chrysler, Dodge, Jeep et RAM. Jusqu'à 13h. Côte-Nord. Côte-Nord. Attitude. Pure FM 94.1. Et Valérie, on va parler du réseau RH de la MRC de Sept-Rivières. Ça organise un colloque. En fait, il y a un beau colloque la semaine prochaine sur la gestion des ressources humaines à Sept-Îles. Oui, tout à fait. Tout à fait, voilà. Arrête donc, toi, t'es sur ce micro-là. Bon, oui, c'est Francis ça. qui est sur ce micro-là. C'est ça. Bon, là, on est démêlés. On change de micro là pendant l'émission pour démêler les gens. Mais c'est ça, donc un colloque la semaine prochaine, un colloque pour les ressources humaines. Et justement, pour nous en parler, on a Francis Desbiens, qui est le directeur RH au Cégep de Sept-Îles. Ça va bien? Oui, ça va bien. Un colloque qui, moi, je trouve que le thème est extrêmement bien choisi cette année. Oser le changement. Pourquoi être allé vers un thème comme celui-là? Ben, je vous dirais que c'est un contexte particulier actuellement. C'est un contexte difficile. On voulait un thème qui allait aider les gestionnaires. Que le contexte soit positif ou négatif, le changement est toujours là. C'est la constante dans le milieu du travail. Il y a toujours du changement. Alors, on voulait amener le changement sous 2 volets. Il y a 2 volets on va présenter au colloque. Il va y avoir le volet gérer, le volet performer. Alors, on a les différents conférenciers. On a 8 conférenciers qui sont divisés selon différents thèmes, soit le thème performer ou le thème oser. Et puis, on aborde le changement sous différentes façons, soit par le leadership ou soit orchestrer le changement, performer dans le changement, devenir un meilleur leader dans le changement. Alors, c'est toujours sous cette facette-là qu'on le fait. Là. On aborde les nouvelles technologies, on aborde la diversification économique, des thèmes comme ceux-là un peu, ça vient rejoindre un peu quand même. Oui, effectivement. On l'aborde sous différentes facettes dans le sens que souvent, c'est le gestionnaire qui a une petite PME, pour changer sa façon de faire, il veut transformer son organisation. Alors là, comment faire ça avec les ressources humaines? Alors, on lui donne des outils là avec les conférenciers qu'on offre. Là. Vous avez plusieurs conférenciers, vous l'avez dit. Vous en avez d'ailleurs 2 conférenciers vedettes en ouverture et en fermeture de colloque. Parlez-nous un petit peu parce que je pense que ça va attirer bien des gens. Oui, la conférencière d'ouverture s'appelle Geneviève Desautels. Elle va aborder plus le volet leadership authentique. Alors, elle va beaucoup aller dans ce sens-là. Et puis le conférencier de fermeture qui s'appelle Monsieur Sylvain Guimont, certaines personnes peut-être le connaissent parce qu'il intervient souvent dans les médias. Il est un spécialiste dans la psychologie sportive. Alors oui. Il a souvent eu comme client le Canadien, il a des clients comme Mario Lemieux et tout ça. Et alors lui, il va aborder le changement vraiment sur la facette de le prendre en charge, de le dominer. Et puis, il va être intéressant. Certains il paraît qu'il est très dynamique. Moi, j'ai jamais vu, mais il y a certains collègues qui l'ont rencontré. Il est très dynamique. Il va être très intéressant à entendre. Il gère ça comme un club de soccer, lui. Un club de soccer, peut-être. À qui ça s'adresse, ce colloque-là? Ça s'adresse, en fait, pas seulement aux gens de ressources humaines, là, comme un directeur de ressources humaines ou un gestionnaire de ressources humaines. Ça s'adresse aussi
à la personne qui gère une entreprise qui n'a pas vraiment un titre ressources humaines, mais qui doit gérer son personnel. Alors, c'est pour tout le monde. Autant le gestionnaire dans une grosse entreprise comme Alouette, par exemple, ou lui qui a une PME, qui a du personnel en dessous de lui, puis qui a des fois des questions à se poser, comment avoir des outils pour gérer les ressources humaines. Le réseau RH MRC Cette-Rivière, c'est un peu un regroupement de ces gens-là. Là. Parfois, c'est le directeur de l'entreprise qui gère un peu tout dans le business quand c'est petit, mais quand on est dans une grosse organisation comme au Cégep, la Ville, Alouette, le réseau de la santé, il y a des gens spécifiques aux ressources humaines. Effectivement, comme chez nous, c'est moi qui est aux ressources humaines. À Alouette, ils ont une équipe. Mais souvent, dans la petite entreprise, la personne est fin seule et elle doit faire aborder toutes les facettes de la gestion des ressources humaines, que ça soit la formation ou la rémunération, la description des postes. Il y a toutes sortes de défis là-dedans. Alors c'est plus complexe qu'on pense, les ressources humaines, finalement. Hein? Ça doit être assez différent. Bon, le Cégep, c'est quand même un assez gros employeur. Là. Je sais pas, quelques dizaines d'employés quand même chez vous? Chez nous, au Cégep de Sept-Îles, il y a 150 employés environ. Ah, quand même. Oui. Un des gros employeurs de la ville. Là. Ah, c'est pas pire, oui. Mais il faut savoir que la gestion des ressources humaines, c'est très complexe. Hein. L'humain, c'est très complexe. Et souvent, ce que j'entends de certaines personnes, c'est que dans l'entreprise, ça va bien, tout va bien, mais qu'est-ce qui est difficile, c'est gérer l'humain. Ben oui. Alors, on est là pour ça, pour amener des outils. On organise à chaque année des formations sur différentes facettes de la gestion des ressources humaines. Est-ce que c'est différent dans le secteur public versus le secteur privé? Dans une région comme Sept-Îles, on a quand même les mêmes réalités du marché là, de l'emploi. Effectivement, autant au niveau public que privé, je pense qu'on est toujours, comme exemple, le contexte économique actuel, on est toujours un petit peu impacté, que ça soit la grande entreprise, que bon, l'économie va moins bien, il tourne au ralenti, mais dans le domaine, exemple, de l'éducation, pour prendre un exemple chez nous, il y a eu des départs là, suite à la fermeture de Minois-Bush. J'ai Cliff, pour prendre le bon nom, ça c'est certain que ça a un certain impact sur nous. Alors tout le monde dans le milieu est touché là. Justement, est-ce que à cause du ralentissement économique, vous sentez dans le réseau que la gestion des ressources humaines est plus difficile ces temps-ci? Pas nécessairement, parce que moi je peux pas parler pour les autres entreprises, mais chez nous c'est la gestion des ressources humaines continue de se faire. Et puis, il n'y a rien qui change de ce côté-là. Là. Ça peut être différent. On a peut-être l'embarras du choix. Quand on ouvre un poste de ce temps-ci, il peut y avoir plus de gens qui appliquent qu'il y a 3 ans, mettons. Tout à fait. Et puis, souvent, ce qui est difficile, c'est que si on revient à des entreprises, l'entreprise doit gérer une décroissance. Alors, c'est des changements aussi. Oui. Doit gérer, peut-être des mises à pied de personnel, doit peut-être tout le contraire, doit gérer peut-être un changement d'orientation au niveau de leur façon de faire, et puis il faut inculquer ce changement-là aux employés. Alors, c'est des changements, positifs ou négatifs, il y en a toujours. C'est le gestionnaire en ressources humaines qui décrit les tâches aussi, des fois il transfère de la responsabilité d'une personne à une autre, qui a les réactions des êtres humains justement, que ça fait leur affaire ou ça fait pas leur affaire. Il y a les syndicats qui rentrent en ligne de compte des négociations aussi. C'est assez complexe, c'est de l'ouvrage. Oui, c'est très complexe, effectivement. On va rappeler l'invitation, donc, ce beau colloque qui a lieu la semaine prochaine. On peut encore s'ajouter l'inscription dans certains rendez-vous précis là, des conférences ou... Oui, tout à fait. On peut s'inscrire jusqu'au 3 octobre, alors sans problème. Là. On prend encore les inscriptions. Les inscriptions vont bon train. Alors, allez, inscrivez-vous. Voilà, ça s'adresse aux gens qui s'intéressent aux ressources humaines, notamment du côté de la formation aussi. Il y a sans doute des étudiants au Cégep, ceux qui sont en administration, en gestion, qui s'intéressent à ça pour l'avenir également. Tout à fait. Il y a sûrement des jeunes aussi qui sont à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui suivent des certificats en administration, qui seraient peut-être intéressés à suivre des activités, des formations sur le changement. Sont plus spécifiques. Ça pourrait être un volet intéressant à développer peut-être dans
travaux de recherche pour leur certificat ou leur bac en administration des affaires. Ben, en terminant, on peut rappeler le réseau RH de la MRC Sept-Rivières. On en organise un gros événement comme ça. Je pense que c'est une fois ou 2 ans, Francis, mais il y a quand même plein d'autres activités entre-temps aussi, là. Oui, comme je disais, le colloque est aux 2 ans, mais à chaque année, on a des petits déjeuners formations qu'on organise là, dans les différents hôtels là, de la région. Selon les besoins de vos membres, sans doute aussi. Tout à fait. Ben Francis Desbiens, je rappelle que tu es directeur gestionnaire des ressources humaines au Cégep de Sept-Îles et membre du réseau RH MRC de Sept-Rivières. Un gros merci pour ton passage en direct à Côte-Nord Attitude. Fait plaisir. Attitude. Travaillez fort, alors pourquoi pas des vacances au Champagne avec Sunwing, le numéro 1 au Canada vers le sud? Choisissez parmi les vols directs vers les hôtels les mieux cotés et vivez la différence avec notre service primé. Économisez jusqu'à 50% sur des vacances au Champagne et obtenez notre garantie de protection de prix exclusive lorsque vous réservez d'ici le 7 octobre. Visitez votre agent de voyage ou... Le Café-Théâtre Graffiti de Port-Cartier accueille le vendredi 30 septembre les 2 coups de cœur du Rosec dans la même soirée. La chanteuse de 22 ans, Gabriella. Plusieurs mois numéro 1 anglophone sur l'ensemble des radios du Québec, elle nous offre un spectacle où l'intégrité, l'émotion et la profondeur dominent. Ainsi qu'Éric Charland, avec une plume franche et contemporaine, il fait l'unanimité. J'ai bien essayé. Avec plusieurs participations remarquées, dont ma première place des arts, le Festival de la chanson de Grenby et de Petite-Vallée. Je n'irai pas courir aux 4 coins de la ville. Une collaboration de Synergica Électrique. Billetterie au 766-0101. Le 94.1 Pure FM vous présente le marché aux puces 2 fois par jour, du lundi au vendredi. Vous voulez vous départir d'un objet qui pourrait faire le bonheur de quelqu'un d'autre ou rechercher quelque chose que vous ne trouvez nulle part? Passez nous voir au 365 Boulevard Nord. La chronique économique vous est présentée par Développement économique Sept-Îles. On va parler d'une belle initiative unique de l'Université du Québec qui met en valeur le savoir, l'expertise et la créativité de nos jeunes, mais aussi en lien avec les gens d'affaires. Nancy Méthode de Développement économique Sept-Îles, coordonnatrice au service aux PME, est avec nous, de même que la coordonnatrice de Savoir à faire, Madame Lorraine Frappier. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, Jean. Ben, c'est une belle initiative. Ça a été annoncé cette semaine, là, la venue prochaine de cette initiative de l'Université du Québec. Ça s'appelle Savoir à faire en territoire nord-côtier, donc tremplin vers le nord. Madame Frappier, vous allez nous expliquer ce que c'est dans un premier temps. Mais merci beaucoup de nous recevoir. Effectivement, c'est une belle initiative de diversification économique. Nous sommes à notre 5e édition et nous sommes très, très heureux d'être dans la région. C'est-à-dire que cette initiative de diversification vient conjuguer avec le savoir universitaire et le savoir et l'expertise entrepreneuriale. C'est-à-dire que nous allons avoir le plaisir de recevoir 48 étudiants d'études supérieures, maîtrise, doctorat, postdoc, qui vont être ici durant une semaine, qui vont travailler très très fort. Ça va être des sessions de travail très intensives avec les gens d'affaires pour en arriver à trouver des projets innovants qui pourront voir le jour dans la région. Hein, c'est une belle alliance entre 2 générations, mais aussi entre le savoir puis l'entrepreneurial. Là. Mais il faut dire 2 générations que lorsque les étudiants qui sont ici, ils ont entre 25 et 45 ans, parce que lorsqu'on est en postdoc, parfois, on est sur la quarantaine. Il y a des chances que ça soit 2 générations quand même. Mais oui, c'est surtout une alliance quand même entre le savoir, les jeunes ont une formation universitaire spécifique, ça va être dans leur domaine d'études qu'on va analyser des projets ici à Sept-Îles-Port-Cartier. Et c'est intéressant parce que c'est multidisciplinaire. Fait que vous pouvez avoir des gens en génie, en médecine, en éducation, en cinéma, et c'est ce qui fait la créativité, l'innovation, parce que c'était seulement des gens en chargé de projet, administration, on aurait une vision très chargée de projet, mais avec la multidisciplinaire, c'est vraiment intéressant de voir tout ce qui peut se dégager de ces idées extraordinaires. Nancy, ça va se passer du 7 au 11 novembre à Sept-Îles. On parle de 48 étudiants, 10 établissements
établissements à travers le Québec qui sont représentés. C'est une compétition entre les jeunes. Ça demande toute une logistique aussi. Là, on est prêt à les accueillir déjà? Oui, on est presque prêt. Là, il reste encore quelques petits détails à organiser, mais au niveau des hôtels, au niveau des où ça va se passer, ça commence à prendre place. Là, oui. Mais c'est quand même un beau défi. Là. Mais vous avez aussi des installations extraordinaires parce que on va passer la semaine au pavillon universitaire Alouette. Ça va être vraiment bien installé avec le collège aussi. Un beau pavillon presque neuf. Vos étudiants vont apprécier, je suis sûr. C'est extraordinaire. Au niveau des projets qu'on veut étudier, des entrepreneurs qui s'impliquent là-dedans, on a déjà fait le tour de notre monde du côté de développement économique, cette île? Oui, il y a eu différentes rencontres avec les gens du milieu afin d'établir les thématiques pour la semaine. Il va y avoir une thématique par jour du 7 au 10 novembre. Les thématiques qui ont ressorti, puis c'est le tourisme, transformation métallique et minérale, le bioalimentaire et matières résiduelles et rejets industriels. Quand même des secteurs intéressants pour l'avenir de cette île. Est-ce que ça marche bien? Là, c'est pas la première fois qu'on organise ça, Madame Frappier. On en fait même 2 par année en 2016. Là, le dernier a eu lieu, je pense, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il y en a déjà eu également dans d'autres régions du Québec. Ça a commencé tout ça à Trois-Rivières. Est-ce qu'on est en mesure de dire quoi que c'est efficace? Ça laisse des traces dans les régions où vous êtes passés? Oui, tout à fait. Nous avons la première édition a eu lieu en Mauricie en 2011. Après, nous sommes allés au centre du Québec. Ensuite, Laurentides-Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que 5e édition cette année ici. Et effectivement, on a eu de bons projets qui ont vu le jour et innovants parce que aussi, j'ai oublié de mentionner, il faut que ça soit innovant. C'est notre ligne conductrice et à date, nous avons... Innovant, c'est qu'on crée pas de compétition finalement dans un milieu. On va dans des nouveaux secteurs. Oui, là. tout à fait. La diversification et l'innovation, à tous les débuts de journée, ça va être répété. Et pour en arriver, justement, ne pas créer, comme vous dites, une compétition déloyale. Le but premier, donc, c'est de démarrer de nouvelles entreprises, d'évaluer des projets. Des fois, ça veut dire qu'il y en a qui passent pas la barre, il y en a d'autres qui sont très bien positionnés. C'est ce qu'on va faire, là. Ça s'inscrit drôlement bien dans notre volonté. Le maire de cette île, il était présent à la conférence de presse hier. Il a exprimé clairement là, qu'il faut se diriger vers la création d'entreprises, mais surtout de la diversification de l'économie, sortir un peu là, du mono-industriel, de l'industrie du fer ici. Ce que Nancy mentionnait, où nous avons nos 4 thématiques, c'est une thématique par jour. Fait qu'imaginez qu'au début de journée, on va débuter à 8h15 et il va y avoir un spécialiste, une personne qui connaît très bien la thématique, va nous projeter aussi avec la vision en disant qu'est-ce qui nous attend dans l'innovation, exemple que ce soit tourisme ou bioalimentaire ou transformation ou matières résiduelles. Et à 8h15 jusqu'à 8h45, on met la table. Mais à 8h45, les gens vont se diriger dans leurs salles respectives. On a 6 étudiants, 2 entrepreneurs, des intervenants, à peu près 10 personnes par équipe. Fait qu'on a 80 quelques personnes qui vont être au pavillon Alouette pendant 4 jours, chaque journée, chaque thématique. Et imaginez qu'à 4h30, il faut que les gens déposent, les étudiants déposent un plan d'affaires avec un visuel pour démontrer c'est quoi le projet qui pourrait voir le jour. Fait que là, en matinée, c'est l'échange d'idées, le choc d'idées et tout ça pour qu'à midi, on soit consensus sur l'idée du plan d'affaires à monter dans l'après-midi avec le visuel pour qu'à 5h de 17h à 18h30, qu'on puisse présenter devant tout le monde le fameux projet du jour. Fait que 8 projets, 4 jours, 32 projets. Ça ne viennent pas en vacances, pas en tout. Non, c'est pas où les mains. 7 au 11 novembre, là, on va peut-être être dans la neige. Ils pourront pas profiter de la belle automne à cette île. Ce sont qui les 48 étudiants? Ils viennent d'un peu partout? Oui, un peu partout dans le réseau de l'Université du Québec. Puis on va avoir les noms. La semaine prochaine, on va avoir nos 48 candidats. Est-ce que le matchage est fait? Il me semble que c'est le nerf de la guerre dans votre projet là, de mettre les bons étudiants avec les bons entrepreneurs pour étudier la bonne affaire. Il faut que ça soit dans leur secteur de compétences, d'études. Là. Oui, mais comme je mentionnais, le choc d'idées aussi, puis la créativité des étudiants, c'est assez intéressant. Les étudiants ne se connaissent pas. Quand ils vont arriver ici à cette île, ne se connaissent pas. On va former le dimanche, il y a une journée de formation avec eux, puis on va former des équipes. Mais encore là, on fait bien attention d'avoir le multidisciplinaire, de dire, on mettra pas tous les ingénieurs dans la même équipe ou tous ceux en administration. Fait qu'on varie. Puis ensuite, et là, il y a un bel exercice qui va avoir lieu aussi avec Développement économique cette île, la Chambre de commerce, pour aller chercher aussi des
les entrepreneurs. La Chambre de commerce va être impliquée aussi dans cette recherche-là. Fait que là, d'avoir les bons entrepreneurs, les dirigeants d'entreprise, les industriels, les gens d'affaires, puis de dire, bon, telle personne, selon leur inscription, leur intérêt aussi de ces gens-là. Et là, on va former les équipes et ça va être bravo, on travaille ensemble. Ben bravo, c'est une belle initiative de l'Université du Québec. Ça nous prenait ça, cette île, Nancy, hein? On lui a tordu le bras pour qu'en fasse 2 dans la même année pour venir nous voir? Non, pas du tout. Non, ils nous ont choisis, on les a invités à venir nous rencontrer, puis on a eu des belles discussions, puis tout de suite on a accroché sur ce projet-là. Puis comme vous disiez tout à l'heure, de la diversification, je pense qu'on est en mode diversification de cette île. Mais on a eu aussi un très bel accueil des acteurs du milieu. Nos 2 rencontres élargies qu'on a eues, c'était vraiment merveilleux, puis de très bonnes idées. Et je dois dire, les gens sont proactifs parce qu'on leur a demandé certains, parce qu'on a nos gens qui sont nos directeurs, si on peut dire, de thématiques, Madame Cyr, Monsieur Potier, Monsieur Normand, Monsieur Langelier, Monsieur Prévost. Tout de suite, ils ont répondu et on avait des échéanciers et ils ont respecté. C'est vraiment intéressant. Très belle initiative. Savoir à faire, ça c'est le nom qu'on utilise pour l'ensemble de la tournée. J'imagine que Tremplin vers le Nord, c'est le nom spécifique à l'événement de cette île, ça. Tout à fait. C'était choisi par le milieu ici, effectivement. Puis, en terminant, Nancy, c'est grâce à plusieurs partenaires, il y a entre autres la Société du Plan Nord qui s'implique là-dedans, mais bien sûr Développement économique cette île et d'autres partenaires. Oui, on a plusieurs partenaires. On a l'Université du Québec et l'Université du Québec à Chicoutimi, le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, la Société du Plan Nord, Emploi Québec, Rio Tinto, Aluminerie Alouette, ArcelorMittal, Desjardins, Air Canada aussi nous ont apporté un bon soutien là, parce qu'il faut faire venir quand même les étudiants de l'extérieur. Ben oui. Donc on a l'avion aussi dans ce cas-là. Corporation de développement économique de la région de Port-Cartier, la MRC de Cette-Rivière, la SADC, Numérique, puis il y a plusieurs partenaires, collaborateurs là, qui nous soutiennent là, dans ce projet-là. Donc, et peut-être d'autres qui seront sollicités dans les prochains instants, vu qu'on est dans la logistique de tout ça. Ça s'appelle Savoir à faire, Tremplin vers le Nord. On va accueillir des jeunes d'un peu partout, du 7 au 11 novembre chez nous. Hey, on a hâte de les voir, je suis sûr qu'ils vont être bien accueillis, puis c'est quand même un événement, un travail concret qu'ils vont faire pour nous, là. Oui, tout à fait. On va avoir un beau choc d'idées lors de cette semaine-là. Nancy Méthode, Lorraine Frappier, un gros merci pour votre passage à Côte-Nord Attitude. Merci beaucoup. Merci. La chronique économique était une présentation de Développement économique Sept-Îles. Ben voilà, ça complète notre émission Côte-Nord Attitude de ce mercredi. On est le 28 septembre effectivement. Un gros merci Valérie pour ta présence. Hey, on en jase un coup sur l'heure du midi en semaine Côte-Nord Attitude. La semaine prochaine, demain, on va parler entre autres du projet OptiLab. Il y avait une rencontre dans le réseau de la santé ce matin. Il y en a une autre à 16h30 cet après-midi du conseil d'administration de la 6 Côte-Nord. On suit ça. Au revoir, à demain.